Aujourd'hui, ma présentation va porter sur les défis, postures et ressources pour la recherche OneHealth à l'international. Pour partir de qu'est-ce que c'est le OneHealth, pour donner une définition, l'approche OneHealth est une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale qui valorise l'interdépendance entre les espèces et les écosystèmes. Et cette approche s'avère très pertinente, notamment là où les changements climatiques et les activités humaines deviennent des facteurs d'augmentation du risque mieux. C'est là le cas notamment des forêts tropicales qui deviennent donc des hotspots de risque mieux et dans lesquels il y a aussi un accès limité au système de santé déjà fragile et où les inégalités sociales et de santé sont exacerbées. Donc, on part de l'idée qu'il y a la nécessité d'une perspective locale et c'est pour ça qu'on proposera deux exemples de projets à l'international pour prévenir des conséquences globales qui peuvent partir donc de ces forêts tropicales et s'extendre au-delà. Dans ces contextes de la recherche OneHealth, les sciences humaines et sociales, et je parlerai plus spécifiquement de la psychologie sociale de la santé, ont un rôle important dans la compréhension des systèmes de santé, des perceptions, des comportements et interactions sociales entre les humains, mais plus spécifiquement, comme il s'agit d'une recherche OneHealth, entre humains et non-humains aussi. Par ailleurs, dans ces contextes, les sciences humaines et sociales peuvent aussi se focaliser sur les inégalités sociales et de santé, comme on vient de le dire, par l'inclusion des communautés locales dans la recherche OneHealth et par un focus sur la justice sociale et climatique. Et enfin, on peut avoir aussi un regard un peu plus, avec une prise de recul un peu plus importante, par l'étude de l'implémentation même de l'approche OneHealth dans la recherche. Donc, par une perspective un peu plus critique vis-à-vis de l'approche OneHealth, pour se demander quelles sont les significations associées à l'approche OneHealth, donc aux trois santé, chez les chercheurs qui proviennent de différentes disciplines, et quelles sont les postures qu'une approche OneHealth implique. Donc, l'objectif de cette communication aujourd'hui est de proposer des réflexions épistémologiques, théoriques et méthodologiques sur les défis de la recherche OneHealth. Pour ce faire, nous avons identifié deux défis principaux et nous allons proposer des pistes en psychologie sociale de la santé, mais aussi en utilisant des concepts issus d'autres disciplines en sciences sociales pour y faire face. Les deux défis identifiés sont le fait de sortir de l'anthropocentrisme en santé et le fait d'intégrer les communautés locales dans la recherche OneHealth. Et nous les avons un peu plus détaillés dans un article qui est actuellement soumis à la revue Global Public Health. Concernant le premier défi, donc le fait de sortir de l'anthropocentrisme en santé, il s'agit plus spécifiquement de reconnaître, au-delà de la santé humaine, l'importance et la valeur de la santé animale et environnementale. Pour ce faire, pour donner quelques outils, notamment épistémologiques et théoriques, nous pouvons nous référer à la nécessité finalement d'un changement de paradigme qui ne signifie pas seulement adopter un regard interdisciplinaire ou une méthodologie propre, mais plutôt vraiment changer de paradigme et voir cette reconnaissance de santé animale et environnementale comme un virage ontologique qui permet de déconstruire la séparation nette entre nature comme associée aux animaux et culture comme associée aux humains. Donc, il s'agirait plutôt de regarder aux humains et non-humains et à leur santé comme sur un continuum. Cela a amené certains chercheurs, notamment en sociologie, à se positionner, à se questionner autour des positionnements éthiques dans la recherche OneHealth et donc à savoir, à pouvoir distinguer, à pouvoir réfléchir autour de la distinction entre la santé quand elle est faite par les animaux pour les humains ou pour les non-humains en général. Ce changement de paradigme peut amener aussi à de nouvelles approches méthodologiques, notamment on peut le voir par les animal studies, qui se focalisent aussi sur l'agentivité de non-humains et sur la composante culturelle et sociale des frontières interespèces. Donc, dans ce continuum entre humains et non-humains, de se rendre compte aussi qu'il y a une composante culturelle et sociale qui détermine là où il y a les frontières interespèces. Pour illustrer ce premier défi,
et voir comment ces outils que je viens de présenter, théoriques et méthodologiques, peuvent être mis en œuvre. Je vais présenter, je vais l'illustrer par un projet qui est une étude psychosociale compréhensive exploratoire nommée EcoSensi, qui a été menée au Gabon en 2024. Cette étude a été menée dans le contexte de la réhabilitation des primates non humains, PNH, victimes de braconnage, perte d'habitat et de maladies infectieuses émergentes. En effet, entre 2001 et 2003, il y a eu une diminution de 80% de population des gorilles et des chimpanzés le long des frontières du Gabon et de la République du Congo causée par Ebola. Un des objectifs d'EcoSensi était d'investiguer la perception du risque MIE chez les animaliers qui travaillent dans des centres de réhabilitation des PNH et de comprendre le rôle de la relation construite entre les animaliers et les PNH dans la perception du risque zoonose. Pour ce faire, nous nous sommes donc, comme je disais tout à l'heure par rapport aux outils théoriques, appuyés sur les notions de living matter et living person, dans laquelle la première se réfère aux aspects économiques et productifs de la vie non humaine, et le deuxième sur les processus d'individualisation et les logiques affectives de la relation entre humain et non humain. Donc nous avons privilégié cette deuxième notion de living person, étant donné qu'on parlait de cette relation construite entre animaliers et primates, et nous nous sommes appuyés aussi sur le concept d'empathie interspécifique et d'attribution des qualités anthropomorphes aux non-humains pour voir comment toutes ces notions-là pouvaient aider à apprendre l'effet de la relation sur la perception aux maladies infectieuses émergentes. Donc, d'un point de vue méthodologique aussi, nous avons essayé donc de nous ancrer dans une approche One Health, dans le sens où il s'agissait d'une étude multisituée sur la trajectoire des PNH. Nous avons essayé de retracer leurs étapes de la réhabilitation, et cela dans l'objectif de limiter la perspective anthropocentrique et d'analyser les interactions interspécifiques pour prendre en compte la complexité de la perception du risque zoonose. Donc, pour ce faire, nous avons identifié 5 étapes dans leur trajectoire, où la première est constituée par les villages, là où notamment les chimpanzés et les gorilles sont adoptés, entre guillemets, en tant qu'orphelins et gardés en captivité chez des privés, suite à des épisodes de chasse et de braconnage qui ont amené à la perte de leurs parents. Par la suite, ces détentions en captivité peuvent être signalées au centre de primatologie, le CDP, dans le centre de recherche sur les maladies infectieuses à Franceville. Et donc, les primates sont amenés au CDP où ils sont soumis à une période de quarantaine et à des tests de dépistage. Par la suite, s'ils sont considérés comme sains, ils peuvent être hébergés chez des volontaires de l'association Save Gabon's Primates qui travaillent en collaboration avec le CDP. Et s'ils sont considérés adaptés, passer au parc de la Lékédie et enfin, pour certaines espèces, dans des sanctuaires de semi-liberté, là où ils ont du coup un degré de liberté un peu majeur. Au sein de cette trajectoire, nous nous sommes concentrés sur les steps 2 et 4 et nous avons mené 18 entretiens semi-directifs auprès des animaliers sur leurs interactions avec les primates, sur les représentations de la santé et sur la perception du risque zoonose. Pour vous donner un aperçu des résultats principaux, nous pouvons dire que ces résultats ont permis déjà de montrer des tensions au sein du parcours de réhabilitation qui affectent la perception des MIE, des tensions entre notamment humanisation et animalisation. En effet, d'un côté, concernant l'humanisation, les animaliers s'identifient avec les primates et cette identification-là dérive d'une relation de soin et confiance qui se construit dans le temps avec eux, un sens de réciprocité qu'ils décrivent dans cette relation, des formes de transmission et apprentissage, et une volonté de contribuer à leur liberté. Par cela, il se crée une individualisation des primates, parce qu'en effet, les animaliers se comparent avec eux ou comparent ces primates avec des membres de leur famille.
Et il y a aussi des formes d'anthropomorphisme et assignation d'une identité spécifique à chacun de ces primates par une assignation de la personnalité, de certains comportements, tempéraments et un prénom. Donc, par cela, les animaliers, par cette identification, étant donné qu'une des phrases qui revenait le plus souvent était qu'ils sont comme nous, ils créent une association entre eux et les primates et ils les associent, ils les intègrent dans un in-group. Néanmoins, ce processus d'individualisation, désolé, rend difficile la réintroduction des PNH en forêt parce que, selon les animaliers, donc ils perdent leur animalité au sein de cette production normée de l'authenticité, là où on cherche à leur redonner un instant animal, mais par des liens avec les humains. De l'autre côté, concernant l'animalisation, et là on va arriver au risque zoonose, on peut voir que les animaliers posent une différenciation entre eux et les primates, et donc il les catégorise dans un outgroup lorsque les primates montrent de l'agressivité, et donc dans ces cas, ils deviennent des bêtes, des sujets, et non plus des individus, et ils s'instaurent une relation de méfiance. Et le deuxième cas de différenciation, c'est quand les animaliers parlent du risque zoonose associé aux primates, et donc leur travail devient perçu comme dangereux. Il y a un port de transmission de ces maladies aux proches et les équipements de protection individuelle sont perçus comme limités. Néanmoins, ce risque infectieux, ce risque zoonose, est plutôt associé à d'autres espèces. En effet, il n'est jamais mentionné de manière spontanée par les animaliers, mais il est plutôt soulevé lorsque lorsque nous allons demander par rapport à ces risques infectieux, et il est surtout associé à d'autres espèces comme les chauves-souris, où il est associé à des primates considérés comme en liberté, donc presque une autre espèce par rapport aux primates de la réhabilitation. Et il n'est pas associé à des pratiques en lien avec leur travail, donc il l'associe plutôt au braconnage, à la chasse et à la détention en captivité. Donc cette perception assez faible finalement du risque infectieux, nous faisons l'hypothèse qu'elle soit aussi influencée par ces processus d'individualisation qu'on a vu dans la colonne de gauche et d'assignation de l'identité qui jouerait donc un rôle sur la perception du risque zoonose. J'en viens donc au deuxième défi, qui était celui d'intégrer les communautés dans la recherche One Health. Et donc, il s'agit de reconnaître ces communautés et leur savoir. Mais pour ce faire, dans un contexte One Health, je pense qu'il est déjà important, étant donné que la recherche One Health implique aussi une vision interdisciplinaire, de s'interroger sur quelle est la notion de communauté ou quelles sont les notions de communauté, partagées ou pas, dans un contexte interdisciplinaire. Donc, pour partir déjà d'une idée commune de communauté, de qu'est-ce que c'est une communauté, on pourrait parler, par exemple, du sens d'appartenance des membres d'un groupe social et aussi du fait que la recherche communautaire demande la participation à toutes les étapes de la recherche, dans ce cas One Health. Cela demande donc une formation à la recherche One Health pour les communautés, mais aussi pour les chercheurs qui proviennent de différentes disciplines, et qui permettrait donc une légitimation des savoirs des communautés et une distribution plus équitable du pouvoir et des rôles dans la recherche. Il s'agit aussi de regarder à des formes de solidarité non seulement au sein des communautés, mais aussi dans une perspective plutôt biocentrique, donc vis-à-vis aussi de la santé animale et environnementale et non seulement de la santé humaine. Pour ce faire, je vais présenter donc le deuxième exemple à l'international, qui est le projet EcoAmazon, qui est un projet interdisciplinaire, communautaire et compréhensif, qui sera mené dans la région Medjugorje en Amazonie au Brésil, là où le risque arbovirose est en augmentation et aussi le taux de pauvreté est élevé, et il s'agit d'une région avec des difficultés d'accès au système de santé. Donc, l'objectif général de ce projet est d'analyser et renforcer la capacité locale à répondre aux EMIE, notamment en se basant sur la notion de preparedness. Et à partir de cela, le projet va se dérouler sur 4 working packages qui ont dans les objectifs principaux d'analyser
les facteurs institutionnels, mais aussi psychosociaux, qui participent ou pas à la préparation aux émieux dans cette région, analyser la qualité des données épidémiologiques disponibles sur les arboviroses, et enfin, co-construire des stratégies pour répondre aux émieux avec les communautés locales. Donc, il s'agit, comme je disais, d'un projet communautaire, et en fait, cela est quand même très lié à la notion de One Health, étant donné que l'approche One Health, à partir notamment de la définition de 2022, demande de mobiliser non seulement de multiples secteurs et disciplines, mais aussi des communautés à des niveaux différents de la société. Donc, il s'agira, comme je disais, d'explorer la solidarité dans une perspective biocentrique. Pour ce faire, nous allons d'abord avoir une approche basée sur les droits humains en santé, pour voir comment, dans les lois et dans les politiques publiques de la région, politique publique One Health, donc à la fois sur la santé humaine, animale et environnementale, il y a des éléments liés ou pas, il y a ou pas des éléments liés à la participation, à l'égalité, à la non-discrimination. Et cela, on va le faire notamment par une analyse des interactions verticales et donc des relations hiérarchiques et de pouvoir entre institutions et individus. Individus faisant partie des communautés. Et le deuxième volet, on peut dire, de cette partie est celui concernant la cohésion sociale et la solidarité dans une perspective One Health, et donc de regarder à la manière dont, dans ces communautés, le rôle de l'identité sociale et de l'appartenance au groupe peut jouer un rôle ou pas dans la préparation aux émieux. Et aussi de voir comment ces concepts de cohésion sociale, dans certains contextes comme celui-ci, peut être extendu au-delà de la santé humaine. Et cela, on va le faire par l'analyse d'interactions horizontales, donc des relations au sein de la communauté. Pourquoi avoir une approche communautaire dans cette région déjà pour dire que l'approche communautaire n'est pas systématique non plus dans les recherches One Health, mais dans ce cas-là, il s'avère pertinente parce qu'il s'agit de communautés qui ont déjà une forte tradition de mobilisation sociale basée sur des prises de décision décentralisées et qui ont déjà montré de pouvoir mener des actions qui se sont montrées efficaces pour la conservation de la biodiversité et le développement social. Cela a été fait avec notamment l'Institut Augerois, qui est formé par des conservationnistes chercheurs leaders environnementaux locaux et qui travaillent avec donc, ces associations et communautés locales et qui est un des partenaires du projet Eco-Amazon. L'idée donc est celle de mettre à profit ces atouts sociaux, donc le fait d'avoir cette forte mobilisation sociale et d'avoir déjà obtenu des résultats importants dans la conservation de la biodiversité et le développement social pour aborder des problématiques de santé telles que le risque mieux. Donc nous allons mettre en œuvre une approche communautaire dans laquelle la recherche est faite par, pour et avec les communautés pour répondre aussi à leurs besoins. Cela partira déjà cet été avec une phase préparatoire pour créer un lien avec les communautés et recruter des chercheurs communautaires. Il y aura donc des formations utiles à la fois aux chercheurs interdisciplinaires et à ces chercheurs communautaires qui permettront de coélaborer des outils de recueil de données, de mener les mêmes recueils de données ensemble et aussi des analyses de données. Et enfin, la co-construction d'un programme de workshop sur la santé locale avec les communautés. Donc, en conclusion, nous avons identifié deux défis de la recherche One Health, le fait de sortir de l'anthropocentrisme en santé et d'intégrer les communautés locales pour proposer et montrer les apports des sciences humaines et sociales et plus spécifiquement de la psychologie sociale en santé pour avoir des pistes de réponse à ces défis-là. Donc, nous avons d'abord montré le fait qu'on peut y avoir on peut identifier des outils épistémologiques, théoriques et méthodologiques pour répondre à ces défis. Par exemple, le fait de valoriser une approche compréhensive des trois santé par certains concepts et notions théoriques comme le rôle de l'identité sociale, de la solidarité, des dynamiques inter- et intragroupes, des inégalités sociales et de santé et de la perception du risque. Et d'un point de vue méthodologique, d'adopter une démarche communautaire là où c'est pertinent et d'avoir un focus aussi sur les trajectoires des non-humains. Donc, ce focus se zoome sur la complexité et l'imbrication de représentation, perception et interaction en contexte, dans ces deux contextes que je viens de présenter,
permet de montrer qu'une perspective locale peut aider à identifier des réponses nécessaires à niveau global. Merci pour votre attention et merci aux participants et aux équipes partenaires de ces deux projets. Merci beaucoup pour ce respect de temps. Donc, nous allons passer à la deuxième étape, les questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a en ligne aussi, il y en a ou pas pour l'instant? Pour l'instant, non. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, encore Alain Volnian, désolé, mais je suis un vieux patient avec le VIH et je me suis battu pendant des années avec mes camarades pour avoir des personnes, on l'a vu sur la première présentation sur le Cambodge, sur l'importance de la représentation des patients dans les comités, dans le développement des protocoles, etc. Et là, je trouve cette étude exemplaire parce que vous parlez beaucoup de recherche par, pour et avec les communautés. C'est super important, en tout cas ça me touche beaucoup. Je me demande, en revanche, parce que je sais qu'il y a énormément de résistance dans la communauté des chercheurs, quand nous, maintenant activistes, demandons comment diffusez-vous les résultats aux patients, il y a toujours une réponse qui vient, qui est « Ah oui, mais nous sommes obligés de suivre les recommandations des publications scientifiques, il y a toujours des embargos sur les résultats, etc. » Comment ça se passe à ce niveau, dans ces petites communautés, par exemple, dans celles que vous citez au Brésil? Parce qu'on ne peut pas dire à des personnes, vous êtes des partenaires de recherche quand vous signez un consentement éclairé, et en même temps ne pas continuer d'ignorer de leur diffuser les résultats en temps et en heure quand ils sont disponibles. Merci pour votre question. Alors, je peux juste dire le projet au Brésil que je viens de citer, il va encore commencer. Donc, je ne peux pas vous dire comment exactement ça va être faite la restitution. En tout cas, je pense que déjà le fait de travailler avec l'Institut Jurois qui est habitué à travailler avec ces communautés, qui a un lien de confiance et qui travaille aussi sur des restitutions à ces communautés, va déjà nous aider dans cela. Et je pense que oui, comme vous, que l'important, ce sera aussi de prévoir des formes de restitution pour les communautés concernées. Mais non seulement, je pense aussi, comme ils feront partie, au moins pour ce qui concerne les chercheurs communautaires, à tout ce qui est aussi phase de recueil, d'analyse, de co-construction d'outils méthodologiques. Il s'agira aussi de les valoriser en tant que co-chercheurs, donc vraiment de co-auteurs dans les publications et tout ce qui est valorisation scientifique en fait. Merci. Bonjour. Je vais me permettre d'ajouter un petit mot à ce qu'a dit Costanza, parce que nous travaillons ensemble sur ce projet. Et c'est un projet donc, qui est partiellement financé par l'ANR dans le cadre d'une chaire des professeurs juniors dont je suis la titulaire, et une autre partie qu'on a soumise à l'ANRS, qu'on attend encore la réponse. Et juste pour parler de cette partie sur la restitution, donc, il y a certaines choses qu'on a prévues. Déjà, l'Institut Jurois a une large possibilité de communication dans la région, y compris un podcast qu'ils font, et la participation à plusieurs assemblées qui ont lieu dans la région et qui rassemblent des communautés et des organisations locales. Donc ça aussi, ça fait partie des manières de restitution des résultats à la communauté. Je ne sais pas où elle est, la personne qui a posé la question, mais j'espère que ça aide. Ah ben voilà. Merci. Il y a une question par là. Bonjour, Clotaire Rafaï de la République centrafricaine, sans pour autant être anthropocentriste. Alors, moi, je me pose des questions, surtout quand on est dans un contexte de raréfaction des ressources. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié la diapositive sur les conséquences de l'humanisation des animaux en tant que tel. Alors, je me demande quelle approche équilibrée garder dans ce contexte, c'est-à-dire de raréfaction des ressources. Doit-on toujours partir du fait que
Bien sûr qu'on a très peu de ressources effectivement à partager dans le secteur, c'est-à-dire faire la promotion de l'approche une seule santé pour préserver la santé humaine, ou alors considérer que les animaux sont comme nous, et il faudrait continuer toujours à investir dans le secteur effectivement de santé animale, au même titre que la santé humaine, au point bien sûr d'en venir à ne plus avoir de ressources, quoi, surtout dans ce contexte actuel. Oui, merci pour cette question. Je pense qu'il n'y a pas une réponse qui peut répondre à tout contexte, parce que déjà dans les deux projets, même si je ne l'ai pas souligné, on voit quand même une différence qui est là par rapport à ça, c'est-à-dire que dans le deuxième projet, celui au Brésil, c'est presque recentrer le focus sur la santé humaine, étant donné qu'on a vu que ces communautés ont été beaucoup impliquées dans des recherches sur la conservation de la biodiversité, de l'environnement, de la santé animale, mais en fait, il n'y a pas de focus sur leur santé à eux, sur leur santé humaine. Et là, on essaye de faire ça, en fait, de focaliser aussi un peu l'attention sur la santé humaine d'un point de vue de recherche communautaire. Pour ce qui concerne le projet au Gabon, en fait, on a trouvé intéressant et pertinent le fait de oui, c'est focalisé sur cette trajectoire animale et aussi considérer la santé animale, mais pas non plus pour exclure la santé humaine. En fait, l'idée était vraiment de partir de cette construction de la relation et l'impact qu'elle peut avoir finalement sur la santé humaine, sur le fait de la perception du risque, sur comment ces formes d'anthropomorphisme peuvent impacter négativement à la fois la santé animale parce qu'en fait il devient de plus en plus compliqué après de libérer ces primates et aussi la perception du risque chez les animaliers qui devient très faible parce qu'en fait ils ont un lien affectif qui se crée avec ces animaux et ça ne leur permet pas de les voir comme source potentielle de danger. Je pense que voilà, il n'y a pas un équilibre à trouver, c'est difficile de trouver un équilibre pour tout, mais ça dépend en fait des contextes et la différence, ça se voit aussi parmi les deux projets, je trouve. On a encore 2 minutes s'il y a une question. Ok, donc merci beaucoup, merci Confrère pour cette présentation.